Dans un monde gouverné par le silence, la peur et le pouvoir caché, une figure a émergé, capable de transformer le narcotrafic en une machine aérienne à l'échelle industrielle. Un homme qui n'avait pas besoin d'être vu pour imposer le respect. Un nom devenu légende bien avant de disparaître. Amado Carrillo Fuentes, surnommé le Seigneur des cieux. Tandis que ses ennemis se battaient dans les rues, lui dominaient les airs. Voici l'ascension et la chute du stratège qui a redéfini le crime organisé depuis les hauteurs et dont la fin, aujourd'hui encore, reste entourée de mystères. Amado Carrillo Fuentes est né le 17 décembre 1956 à Huamuchilito, un petit village de l'État de Sinaloa, au Mexique. Il a grandi dans un environnement rural appauvri, mais marqué par une tradition clandestine profondément enracinée. La culture de drogue et leur distribution illégale. Sinaloa, berceau de certains des criminels les plus notoires du pays, était déjà à cette époque un terrain fertile pour les futures générations du narcotrafic. C'est dans ce contexte qu'Amado a forgé son caractère, sa vision et son destin. La famille Carrillo n'était pas étrangère à ce monde. Son oncle maternel, Ernesto Fonseca Carrillo, plus connu sous le nom de Don Neto, fut l'un des fondateurs du mythique cartel de Guadalajara. Sa figure, aux côtés de pionniers comme Rafael Caro Quintero et Miguel Ángel Félix Gallardo, a posé les bases du narcotrafic moderne au Mexique. Et dès son jeune âge, Amado a eu un accès direct à ce savoir stratégique. Bien qu'il ait tenté une voie conventionnelle en étudiant le génie civil, il a abandonné ses études avant d'obtenir son diplôme. Il y a toutefois acquis des compétences techniques, structurelles et logistiques qu'il appliquera plus tard avec une précision chirurgicale à ses opérations criminelles. Durant les années 1970 et 1980, le Mexique a connu une profonde reconfiguration de la carte criminelle. La désintégration du cartel de Guadalajara a laissé place à de nouvelles organisations plus dynamiques, plus violentes et plus ambitieuses. Dans ce contexte de transition, Amado Carrillo a su avancer avec intelligence, apprenant, négociant et tissant un réseau de pouvoir qui allait bientôt faire de lui l'un des hommes les plus redoutés de l'hémisphère. Ses débuts dans le monde du narcotrafic furent discrets mais calculés. Il a commencé en collaborant avec des opérateurs locaux, observant, apprenant et comprenant les mécanismes secrets qui soutenaient le trafic de drogue à grande échelle. Mais il ne tarda pas à prouver qu'il n'était pas qu'un simple rouage dans la machine. Il aspirait à la redessiner entièrement. L'une de ses premières alliances marquantes fut avec les frères Arellano Félix, qui dirigeraient plus tard le redoutable cartel de Tijuana. Cependant, Amado n'avait aucune intention d'être un partenaire subordonné. Son esprit projetait déjà un modèle d'opération bien plus ambitieux, dans lequel le contrôle logistique serait la clé pour dominer le marché. C'est alors qu'il trouva son avantage décisif, le ciel. Contrairement à d'autres capots qui privilégiaient les routes terrestres ou maritimes, Amado Carrillo comprit que les airs offraient un espace plus rapide, moins surveillé et, avec la bonne technologie, bien plus efficace. Ainsi, il commença à construire l'un des réseaux de transport aérien les plus sophistiqués jamais vus dans le monde criminel. Jets privés, avions cargo Boeing, 727 modifiés, pistes clandestines, hangars camouflés, tout faisait partie d'une infrastructure opérationnelle sans précédent. Ce réseau lui valut le surnom qui l'immortaliserait, le Seigneur des cieux. Grâce à cette stratégie, il pouvait transporter des tonnes de cocaïne de la Colombie vers le Mexique et, de là, vers les marchés les plus lucratifs des États-Unis. Chaque vol représentait une opération chirurgicale de haute précision, conçue pour échapper aux contrôles aériens et aux agences antidrogue. Mais Amado n'était pas seulement un brillant logisticien. Il était aussi un négociateur pragmatique et, lorsque cela s'imposait, un stratège impitoyable. Il soutissait des alliances clés avec les cartels colombiens, principalement avec celui de Cali, et consolida des relations qui lui garantissaient un approvisionnement constant en drogue, tout en éliminant ses rivaux menaçant son hégémonie. La violence et la corruption devinrent des outils indispensables pour maintenir son pouvoir croissant. Il acheta des volontés, intimida des institutions et n'hésita pas à recourir à la force lorsque cela s'avérait nécessaire. Malgré son influence grandissante, il resta discret. Il ne cherchait ni les projecteurs, ni le luxe ostentatoire. Il préférait l'efficacité au spectacle.
Mais même les empires les plus silencieux laissent des traces. À mesure que ces opérations s'étendaient, les agences de renseignement et de sécurité commencèrent à se rapprocher. Les enquêtes s'intensifièrent, tout comme les rumeurs sur sa santé, sa localisation et son avenir. Ce qui avait été une ascension fulgurante devenait peu à peu une lutte constante pour préserver le contrôle et éviter la chute. Dans les années 80, sa consolidation au sein du crime organisé fut officielle. Amado rejoignit le noyau du cartel de Guadalajara, dirigé par son oncle, Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto. Sous sa protection, il apprit non seulement les routes et les connexions internationales, mais aussi les règles non écrites du narco. Comment infiltrer les institutions, soudoyer les fonctionnaires et maintenir le pouvoir sans s'exposer. Cette période fut sa véritable école. Et lui, son élève le plus brillant. L'assassinat de l'agent de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985 déclencha une tempête sans précédent sur le narcotrafic mexicain. Les autorités américaines exercèrent une pression féroce. Et le cartel de Guadalajara, jusqu'alors l'organisation dominante, commença à s'effondrer avec l'arrestation de ses principaux dirigeants. Cette fracture historique reconfigura le crime organisé au Mexique. C'est dans ce climat de chaos et de transition qu'Amado Carrillo Fuentes décida de tracer sa propre voie. Sa vision était différente, moderne, méthodique, transnationale. Il ne voulait pas simplement survivre à l'effondrement de l'ancien ordre, il voulait le remplacer. Son regard se tourna vers Ciudad Juárez, une ville frontalière stratégique située en face d'El Paso, Texas. Traditionnellement liée à la contrebande, Juárez offrait plus que sa position. Une infrastructure urbaine idéale, des routes bien établies et un vide de pouvoir qu'Amado était prêt à combler. Et il n'arriva pas comme un inconnu. Sa réputation, ses connexions avec les cartels de Cali et Medellín, ainsi que ses capacités logistiques, firent de lui un partenaire de confiance pour les Colombiens. Sous son commandement, Juárez se transforma en un pont aérien du narcotrafic international. Amado perfectionna son modèle d'affaires. Une efficacité chirurgicale, une discrétion absolue et une utilisation sélective de la violence. À travers des sociétés écrans, il acquit une impressionnante flotte d'avions privés et de Boeing 727 cargo, conçus pour transporter des tonnes de cocaïne de Colombie vers des pistes clandestines au Mexique, d'où la marchandise était ensuite dirigée vers la frontière américaine. La presse et les agences antidrogue ne tardèrent pas à lui donner un surnom résumant son emprise logistique, le Seigneur des cieux. Mais ce surnom n'était pas qu'une métaphore. Amado agissait comme un commandant de guerre dans l'ombre. Il n'apparaissait jamais dans les médias, évitait les rassemblements et protégeait son identité avec une obsession maladive. Son cercle de confiance était extrêmement restreint et toute trahison se payait de la vie. La discipline au sein de son organisation était implacable. Aucune erreur n'était tolérée. Durant les années 90, son pouvoir grandit à un rythme vertigineux. Le cartel de Juárez, sous sa direction, contrôlait tout le corridor frontalier de Chihuahua et étendait son influence à des États comme Sinaloa, Durango, Sonora, Zacatecas et une partie de Coahuila. Il contrôlait des pistes clandestines, des routes, des postes de douane et disposait d'informateurs infiltrés dans la police, les douanes et même au sein du gouvernement. De plus, il démontra une capacité unique à faire de la diplomatie criminelle. Il négociait avec des figures comme Joaquín El Chapo Guzmán et les frères Beltrán Leiva, tissant des alliances tactiques pouvant être activées ou rompues selon les circonstances. Il savait quand conclure un pacte, quand attaquer et quand disparaître. Mais son ascension ne fut pas exempte de violence. Le conflit le plus brutal l'opposa au cartel de Tijuana, dirigé par les frères Arellano Félix. La guerre pour le contrôle des routes du nord-ouest mexicain laissa une traînée de sang, exécutions, massacres, attentats publics et une guerre silencieuse qui sema la panique dans plusieurs villes du nord du pays. Et pourtant, l'empire d'Amado resta debout. Alors que d'autres capots tombaient sous le poids du spectacle et de la brutalité, lui survivait grâce à une formule différente: stratégie, anonymat et contrôle absolu du ciel. Le véritable pouvoir d'Amado Carrillo Fuentes ne se mesurait pas seulement en routes de trafic ou en tonnes de drogue transportées.
Son intelligence résidait dans quelque chose de bien plus sophistiqué, sa capacité à transformer l'argent illégal en pouvoir légitime. Tout au long des années 1990, Carrillo étendit ses opérations au cœur même du système financier. Il investit discrètement dans l'immobilier, les entreprises de construction, les hôtels de luxe, les projets immobiliers, les banques et des sociétés écrans. Son objectif était clair: injecter les capitaux du narcotrafic dans l'économie légale sans laisser de traces. Et il y parvint avec une maîtrise qui déconcertait même les enquêteurs les plus aguerris. Une grande partie de son succès résidait dans ce contrôle invisible. Son argent circulait entre comptes bancaires, contrats et entreprises légales, se fondant dans le circuit économique national et international. C'est ainsi qu'il construisit un empire camouflé, où son nom n'apparaissait nulle part, mais dont l'ombre était omniprésente. Sa figure acquit une aura d'intouchabilité. De nombreuses autorités locales, et même fédérales, préféraient détourner le regard. Dans certains territoires, son influence était telle que même les forces de sécurité n'osaient pas intervenir sans son consentement tacite. Alors que les agences antidrogue du Mexique et des États-Unis intensifiaient leur traque, Amado disparaissait. Il se déplaçait comme un fantôme, entouré de loyauté achetée, protégé par des réseaux de corruption, et à la tête d'une structure conçue pour fonctionner même en son absence, il avait toujours une longueur d'avance. Au sommet de son pouvoir, les estimations les plus conservatrices indiquent qu'il contrôlait 60% de la cocaïne passant du Mexique vers les États-Unis. Sa fortune était incalculable. Son visage, inconnu de la plupart. Sa légende, en revanche, se propageait silencieusement aussi bien parmi ses alliés que ses poursuivants. Mais aucun empire criminel n'est indestructible. Avec le temps, des fissures commencèrent à apparaître. La pression internationale augmentait. Les tensions au sein même de son organisation s'aggravaient. Les trahisons, comme dans tout cercle de pouvoir absolu, ne tardèrent pas à surgir. Malgré cela, durant les années 90, Amado Carrillo Fuentes atteignit le sommet du narcotrafic international, tandis que d'autres cartels s'affrontaient dans des guerres sanglantes pour contrôler des routes, lui les possédait déjà. Son style n'était ni impulsif ni téméraire. Il opérait comme un entrepreneur, un cadre de haut niveau qui supervisait chaque détail. Des routes aériennes aux réunions financières, du choix des pilotes à la comptabilité offshore. Il n'était plus seulement le chef du cartel de Juárez. Il était devenu un opérateur multinational. Il entretenait des liens solides avec les principaux cartels colombiens, qui lui faisaient confiance comme distributeur principal au Mexique. Il avait aussi une présence en Amérique centrale, dans les Caraïbes et aux États-Unis, où sa marchandise arrivait rapidement, proprement et sans laisser de traces. L'un de ses plus grands exploits fut de transformer le cartel de Juárez en bien plus qu'un simple réseau de trafic. Il en fit une véritable corporation criminelle, un holding parfaitement structuré, avec une hiérarchie claire, une logistique spécialisée, des conseillers financiers, des techniciens en communication, des avocats et des chefs de plaza dans les principales villes. Tout répondait à un seul homme, et cet homme continuait d'opérer depuis l'ombre. L'empire d'Amado Carrillo Fuentes reposait sur 4 piliers fondamentaux: la domination aérienne, la corruption institutionnelle, le contrôle des routes terrestres, et un système de blanchiment d'argent sophistiqué qui brouillait les frontières entre le légal et l'illégal. Alors que d'autres cartels s'enlisaient dans des guerres ouvertes, Amado investissait dans la technologie, la logistique et les pots de vin. Son pari était clair: ne pas gagner par la violence, mais par l'information, la précision et un pouvoir invisible. Et cela a fonctionné. L'un des aspects les plus troublants de sa structure était son niveau d'infiltration institutionnelle. Il parvint à placer des collaborateurs à des postes clés du gouvernement mexicain, dans les forces de sécurité, les douanes, les ministères, les parquets et même dans le système judiciaire. Grâce à ces connexions, il n'avait pas besoin de recourir aux tueurs à gages ou aux attentats avec la même fréquence que ses rivaux. Il détenait des informations privilégiées. Il savait quand et où agir, quand suspendre ses opérations et quand disparaître totalement. Son empire ne reposait pas seulement sur la cocaïne, mais sur une légitimité apparente. Il investit des millions dans des projets immobiliers, des hôtels, des centres commerciaux et des complexes touristiques. Pour l'opinion publique, ces projets semblaient légaux.
Mais derrière eux se cachait l'un des réseaux de blanchiment d'argent les plus complexes et efficaces d'Amérique latine. Pour préserver sa liberté, Carrillo contrôlait chaque détail de sa vie personnelle avec la même rigueur que ses opérations. Il évitait les excès visibles. Il changeait constamment de résidence, utilisait de fausses identités et ne gardait jamais le même numéro de téléphone. Il se déplaçait avec des gardes du corps, entraînait beaucoup d'entre eux anciens militaires ou ex-agents et maintenait un cercle intime restreint. Il était, sous tous les aspects, un homme de l'ombre. Mais même une structure aussi méticuleuse n'était pas exempte de fissures. L'équilibre qu'il avait construit commençait à vaciller. Les tensions avec les Arellano Félix, chefs du cartel de Tijuana, dégénérèrent en une guerre silencieuse mais sanglante. Ils se disputaient des territoires stratégiques comme la Basse-Californie et la côte Pacifique. Les conséquences furent brutales. Assassinats ciblés, attentats, disparitions. Parallèlement, le cartel de Sinaloa, renforcé par l'ingéniosité de Joaquín El Chapo Guzmán, commençait à émerger comme un nouvel acteur majeur. Les agences internationales, comme la DEA et Interpol, intensifiaient la pression, et au sein même de son organisation, des voix critiques s'élevaient. Des commandants intermédiaires désireux de plus de pouvoir, des fractures internes qui mettaient son autorité à l'épreuve. Malgré tout, Amado disposait d'un avantage décisif sur ses ennemis: le temps. Il avait conçu un réseau si solide et autonome qu'il pouvait fonctionner sans sa présence physique. Il comptait sur des opérateurs loyaux, des routes sécurisées, des avions en activité et un système de communication crypté lui permettant de superviser et de prendre des décisions depuis la clandestinité. Même caché, il continuait à gouverner avec une précision létale. Vers la fin de sa carrière, Amado Carrillo Fuentes était considéré comme le narcotrafiquant le plus puissant du Mexique. On disait qu'il pouvait transporter jusqu'à 200 tonnes de cocaïne par an et que sa fortune s'élevait à plusieurs milliards de dollars. Son réseau s'étendait à tout le continent et sa légende n'était plus un mythe urbain, mais une réalité gênante pour des gouvernements entiers. Mais comme tout empire bâti sur le secret, l'argent et la peur, la fin d'Amado approchait. Et elle prendrait la forme d'une des disparitions les plus mystérieuses de l'histoire du crime organisé. Dans le monde du crime organisé, l'ascension est souvent marquée par la violence, mais c'est la chute qui définit la légende. Et dans le cas d'Amado Carrillo Fuentes, cette chute fut aussi énigmatique que puissante. À la mi-1997, son nom était synonyme de contrôle absolu. Routes aériennes, cargaisons valant des millions, politiciens achetés et une fortune défiant toute estimation. Il était, sans aucun doute, le narcotrafiquant le plus recherché du Mexique et l'un des hommes les plus dangereux de la planète. Mais son pouvoir commençait à vaciller. La pression internationale s'intensifiait. La DEA resserrait l'étau. Le gouvernement mexicain, accusé de passivité face au crime organisé, avait besoin de résultats visibles. Amado savait que sa liberté ne tenait plus qu'à un fil. Et il prit une décision qui surprendrait même ses ennemis. Dans une tentative désespérée pour éviter la capture, il se soumit à une opération de chirurgie plastique pour changer de visage. Une manœuvre extrême, audacieuse et aux conséquences fatales. Le 4 juillet 1997, il entra dans une clinique privée de Polanco, l'un des quartiers les plus huppés de Mexico. Il utilisa un faux nom. L'intervention était délicate. Une combinaison de chirurgie esthétique et de liposuction. Selon la version officielle, Amado Carrillo serait mort pendant l'opération des suites de complications liées à l'anesthésie. La nouvelle éclata comme une bombe. Comment était-il possible que le narcotrafiquant le plus recherché du pays meure dans un lit d'hôpital sans que personne ne l'arrête? Comment avait-il réussi à entrer dans une clinique privée sans être identifié? Pourquoi risquer sa vie en pleine traque internationale? Les réponses officielles n'ont convaincu personne. On a déclaré qu'il avait souffert d'un arrêt respiratoire dû à une surdose de médicaments. Mais les doutes ont commencé à se multiplier. Même au sein des institutions de sécurité, le scepticisme était palpable. Certains agents pensaient qu'il avait simulé sa mort avec la complicité de médecins, de militaires et de hauts fonctionnaires du gouvernement. Quelques jours plus tard, l'histoire a pris une tournure encore plus sombre. Les 2 médecins ayant réalisé l'opération ont été retrouvés assassinés et atrocement torturés. Leurs corps ont été découverts dans des fûts remplis de ciment, abandonnés sur une route de l'État de Guerrero. Un message clair. Le silence était obligatoire.
Ce crime a choqué même les plus sceptiques. Quel pouvoir se cachait derrière ces morts? Quel secret devait être tu? L'autopsie du corps attribué à Amado Carrillo a été réalisée rapidement, sous de strictes mesures de sécurité. Son identité a été validée et l'inhumation immédiate ordonnée à Sinaloa. Mais les funérailles furent fermées, discrètes et entourées de mystères. Des témoins ont affirmé que le visage du cadavre était complètement différent. D'autres ont assuré que même les proches n'étaient pas certains de son identité. Le cercueil a été scellé. La cérémonie, brève. Le secret, intact. Amado Carrillo Fuentes, l'homme qui avait dominé les cieux du narcotrafic, avait disparu de la carte. Mais ce qui suivit ne fut pas la paix, mais une tempête de questions. La version officielle fut catégorique. Amado Carrillo Fuentes était mort. La DEA confirma les rapports du gouvernement mexicain, affirmant que son décès avait provoqué une réorganisation immédiate des structures criminelles du pays. Mais en dehors des déclarations officielles, le scepticisme ne cessait de croître. Certains affirmèrent que le lieu de son enterrement avait été modifié quelques jours plus tard, que le corps n'avait jamais été montré à personne et que les funérailles s'étaient déroulées dans une discrétion extrême, avec un hermétisme qui ne faisait qu'alimenter les soupçons. Pour de nombreux agents à la retraite, journalistes d'investigation et même membres du monde criminel, l'histoire était tout autre. Amado n'était pas mort. Il avait disparu. On disait qu'il avait payé des millions de dollars pour simuler son décès et fuir, être à Cuba, en Argentine ou même en Russie. La chirurgie n'aurait pas été un accident, mais une stratégie parfaitement calculée pour effacer son identité et fermer son chapitre public. Les preuves circonstancielles renforçaient la théorie. Il n'y a pas eu de saisie massive après sa supposée mort. Aucune arrestation significative n'a été effectuée parmi ses principaux opérateurs, et sa structure criminelle a continué à fonctionner avec une inquiétante normalité pendant des années. Même certains témoins protégés, anciens alliés et opérateurs du cartel de Juárez, ont plus tard déclaré qu'Amado était vivant, opérant depuis l'ombre sous une autre identité, protégé par un réseau de contacts haut placés. Quelle que soit la vérité, sa disparition a marqué la fin d'une époque et le début d'une ère plus fragmentée, plus chaotique et bien plus violente. Le leadership du cartel de Juárez est resté vacant. La stabilité de fer qu'Amado avait maintenue pendant des années, grâce à des hiérarchies claires et des codes de loyauté stricts, a commencé à se désintégrer. La question était inévitable. Qui hériterait de l'Empire? Le premier nom à émerger fut celui de son jeune frère, Vicente Carrillo Fuentes, surnommé El Viceroy. Homme discret, calculateur et durant des années bras droit d'Amado, Vicente prit le contrôle avec l'intention de préserver l'héritage. Mais le trône qu'il héritait n'était plus le même. Vicente n'inspirait pas le même respect immédiat que son frère, et son arrivée au pouvoir fut perçue par beaucoup comme une opportunité pour gravir les échelons, régler des comptes ou revendiquer des territoires. Ce qui avait autrefois été un empire cohérent devint rapidement un champ de bataille interne, où la loyauté n'était plus une vertu absolue, mais une simple monnaie d'échange dans le jeu des ambitions. Après la supposée mort d'Amado Carrillo Fuentes, son frère cadet, Vicente Carrillo Fuentes, hérita d'un empire qui semblait intact à l'extérieur, mais qui montrait déjà des signes de pourrissement à l'intérieur. L'un de ses premiers défis fut de contenir Los Muertos, une faction interne du cartel de Juárez, connue pour sa violence incontrôlée et pour agir en dehors de la chaîne de commandement. Dans le même temps, Vicente dut affronter l'ambition d'opérateurs régionaux, notamment à Ciudad Juárez, qui, après des années de service auprès d'Amado, estimaient qu'il était temps pour eux de prendre le contrôle de zones stratégiques. Mais les problèmes ne venaient pas uniquement de l'intérieur. À l'extérieur, les ennemis guettaient. La chute d'Amado fut perçue par les cartels rivaux comme une occasion unique d'affaiblir le cartel de Juárez. Le cartel de Sinaloa, dirigé par Joaquín El Chapo Guzmán, qui avait grandi avec discrétion et habileté, commença à s'étendre avec agressivité. Les Arellano Félix, du cartel de Tijuana, tentèrent eux aussi de gagner du terrain dans le nord-ouest du pays. La réponse fut immédiate et sanglante. Exécutions ciblées, embuscades, enlèvement d'opérateurs clés, trahisons internes. Les rues de Ciudad Juárez devinrent le théâtre d'une guerre silencieuse qui éclata rapidement en affrontements ouverts.
À mesure que la violence augmentait, le pouvoir politique que le cartel de Juárez avait mis des années à bâtir commençait lui aussi à s'effondrer. Des fonctionnaires qui auparavant protégeaient l'organisation commencèrent à prendre leur distance. Certains furent arrêtés. D'autres, réduits au silence. Le flux d'informations privilégiées essentielles pour maintenir l'opérativité diminua de façon drastique. En parallèle, les agences américaines intensifièrent leur intervention dans les opérations antidrogue au Mexique. La DEA, le FBI et d'autres institutions commencèrent à collaborer plus étroitement avec les autorités mexicaines, faisant pression pour des arrestations de haut niveau et le démantèlement des réseaux financiers. Vicente tenta de préserver l'héritage de son frère en utilisant des tactiques de terreur, des alliances temporaires et des repositionnements stratégiques dans le nord du pays. Mais le prestige du cartel de Juárez n'était plus le même. L'absence de leadership visionnaire, le désordre interne et l'avancée brutale du cartel de Sinaloa entraînèrent un effondrement progressif. Ce qui avait été le centre névralgique du narcotrafic continental devint un champ de bataille urbain. Entre 2008 et 2012, Ciudad Juárez fut considérée comme la ville la plus dangereuse du monde. Les balles remplacèrent l'ordre. Les corps apparaissaient en pleine rue. Les disparitions se multipliaient. Des milliers de personnes moururent dans une guerre née de la chute de l'homme qui avait autrefois contrôlé le ciel. En 2014, Vicente Carrillo Fuentes fut capturé par les forces fédérales. Son arrestation constitua le dernier grand coup porté à une organisation qui vivait déjà des ruines du passé. Depuis lors, le cartel de Juárez s'est réduit à des fragments dispersés, minés par des luttes internes, dépassés par de nouveaux groupes, et sans figure capable de combler le vide laissé par son fondateur. L'empire construit avec précision par le Seigneur des cieux s'effondra sous le poids de la trahison, de la guerre et de l'absence de leadership. Et bien que le cartel existe encore à petite échelle, son âge d'or fut enterré avec le mythe d'Amado Carrillo Fuentes. Mais son histoire ne s'arrête pas là, car pour beaucoup, Amado n'est jamais mort. Dès l'annonce de sa mort, l'ombre du mystère enveloppa le nom d'Amado Carrillo Fuentes. La version officielle affirmait qu'il était décédé lors d'une chirurgie esthétique dans une clinique privée de Mexico. Mais quelque chose clochait. Trop de questions sans réponse, trop de silence gênant, et surtout, une exécution si propre, si parfaitement chirurgicale, que beaucoup la considérèrent comme une opération de renseignement plutôt qu'un accident médical. Les premiers à douter ne furent ni les journalistes ni les curieux, mais des agents de sécurité, des analystes du crime et même d'anciens ennemis de Carrillo lui-même. L'hypothèse la plus répandue était claire. Amado n'est pas mort. Il a simulé sa mort. Il avait les ressources, les contacts et la logistique nécessaires pour planifier une disparition totale. Il ne serait pas le premier à le faire, mais le seul capable de le faire avec un tel niveau de sophistication. Selon cette version, l'opération a bien eu lieu, mais pas à des fins esthétiques. L'objectif était d'effacer son identité physique, de se transformer, de disparaître du radar. Et le lieu choisi ne fut pas un hasard. L'hôpital Santa Monica, situé dans l'un des quartiers les plus exclusifs du pays, offrait discrétion, intimité et un personnel vulnérable à la corruption ou aux menaces. Peu après sa prétendue mort, un événement glaçant fit encore monter la tension. Les médecins ayant participé à l'intervention furent assassinés. Leurs corps furent retrouvés dans des fûts de béton, torturés avec une brutalité extrême. Un message silencieux mais sans équivoque. L'affaire devait être close, sans témoin ni déclaration. Pourquoi faire taire les chirurgiens si tout avait été un accident? Une autre théorie, encore plus troublante, suggérait que le corps présenté n'était pas celui d'Amado, mais celui d'un sosie. Une personne modifiée chirurgicalement pour lui ressembler, enterrée sous son nom, tandis que le véritable capot fuyait vers une destination inconnue. Les détails alimentaient le doute. Un enterrement à huis clos, sans accès au public. Des contradictions dans les descriptions du cadavre. Le refus d'exhiber son visage. Et une autopsie réalisée avec une rapidité inhabituelle. En quelques jours, l'affaire fut classée, sans possibilité de révision ni d'expertise indépendante. Depuis lors, la rumeur s'est propagée à travers l'Amérique latine et au-delà. Certains affirment avoir vu Amado en Argentine, d'autres au Chili. Certains le situent en Espagne, au Brésil, voire en Russie.
toujours sous une autre identité, toujours protégé, toujours silencieux. Aucune de ces versions n'a pu être vérifiée. Mais dans le monde du crime organisé, l'absence peut être plus puissante que la mort. Même au sein du narcotrafic, certains assurent que le Seigneur des cieux est toujours vivant, qu'il n'a jamais quitté le jeu, qu'il continue à manœuvrer depuis l'ombre, dissimulé derrière un nouveau visage, une nouvelle vie, et les mêmes alliés qui l'ont un jour aidé à bâtir son empire. Certaines versions suggèrent qu'Amado Carrillo Fuentes a négocié sa sortie avec des secteurs du pouvoir. Il aurait livré des routes, des contacts stratégiques ou des faveurs de haut niveau en échange de sa liberté définitive. D'autres affirment qu'il s'est simplement retiré et qu'il vit aujourd'hui dans un pays sans traité d'extradition, loin de la portée du Mexique ou des États-Unis. Dans des entretiens ultérieurs, même d'anciens agents de la DEA et des officiers militaires à la retraite ont reconnu une vérité inconfortable. Ils n'ont jamais été entièrement sûrs qu'Amado soit mort. Bien que l'affaire ait été close dans les archives officielles, au sein des cercles du renseignement, elle est toujours considérée comme un dossier ouvert, un puzzle non résolu. Une autre théorie, plus sombre, suggère qu'Amado a été trahi de l'intérieur, que ceux qui connaissaient les secrets de son empire ont vu sa chute comme une occasion de s'approprier le marché, une conspiration déguisée en accident médical, un règlement de compte masqué derrière un masque chirurgical. Mais au lieu de dissiper le doute, le temps n'a fait que le renforcer. Contrairement à des figures comme Pablo Escobar, dont la mort fut documentée dans les moindres détails, l'histoire d'Amado est entourée de silence. Il n'y a pas de photo claire du corps, pas d'enregistrement public de l'enterrement, pas de procès posthume. Seulement une déclaration, une tombe scellée et une absence devenue légende. Près de 3 décennies plus tard, sa figure reste vivante dans les corridors, les séries, les rues et la mémoire populaire. Pour beaucoup, Amado n'est pas mort. Il s'est simplement volatilisé. Peut-être observe-t-il encore, quelque part dans le monde, comment son héritage perdure, comment son modèle se reproduit, comment son mythe grandit. Car Amado Carrillo Fuentes n'est plus seulement un nom dans les archives du crime. C'est une ombre, un fantôme qui n'a jamais été capturé, une légende qui a transcendé la vie et la peur. Le Seigneur des cieux n'a pas seulement dominé les airs. Il a changé à jamais le narcotrafic au Mexique et sur tout le continent. Son empreinte est profonde, même des décennies après. Tandis que d'autres chefs de cartel recherchaient la notoriété, les armes et les caméras, Amado a choisi le silence, la stratégie et la logistique de précision. Et cette approche a fait de lui l'architecte d'un nouveau paradigme criminel. Avant lui, le narcotrafic était une activité rudimentaire, limitée à la terre et à la mer. Après lui, il est devenu une industrie mondiale, avec une structure d'entreprise et une portée continentale. L'un des axes les plus révolutionnaires de son héritage fut l'utilisation du transport aérien comme colonne vertébrale de ses opérations. Carrillo a investi des millions dans la construction d'une flotte privée, jets d'affaires, avions cargo modifiés, pistes clandestines, techniciens aéronautiques et contrôleurs aériens corrompus. Un système de mobilité conçu avec une mentalité militaire et une précision entrepreneuriale. Grâce à ce réseau, le transport massif de cocaïne de la Colombie vers le Mexique et de là vers les États-Unis est devenu plus rapide, plus efficace et plus difficile à tracer. Sa stratégie a changé les règles du jeu. Après Amado, tous les grands cartels ont commencé à imiter ce modèle. Avions, hélicoptères, hangars privés, le ciel est devenu la nouvelle frontière du crime. L'héritage d'Amado Carrillo Fuentes ne se limite pas au mythe de sa disparition. Son véritable héritage est la professionnalisation du crime organisé. Il a transformé le cartel de Juárez en bien plus qu'un réseau criminel. Il l'a converti en une structure corporative, avec des départements internes et des fonctions spécifiques, comme une multinationale. Finance, logistique, opérations, sécurité, renseignement, relations internationales, chaque domaine avait ses responsables, ses hiérarchies et ses protocoles. Il fut l'un des premiers chefs de cartel à utiliser des entreprises écrans, des prête-noms et des structures légales parallèles pour blanchir de l'argent sans éveiller les soupçons. Il a utilisé des banques, des entreprises de construction, des chaînes hôtelières et immobilières pour infiltrer l'économie légale avec des capitaux issus du narcotrafic. Ce modèle serait ensuite reproduit et perfectionné par les grands cartels qui suivirent: Sinaloa, Los Zetas,
le cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Beaucoup de ces anciens opérateurs, après la chute de Juárez, migrèrent vers ces organisations, emportant avec eux leur discipline, leur structure opérationnelle et leur réseau de contacts. Mais l'un des aspects les plus troublants de son héritage fut l'infiltration institutionnelle. Amado ne se contentait pas de soudoyer des policiers ou des agents frontaliers. Son réseau pénétrait le ministère public, les forces armées, les gouvernements locaux et même certaines sphères du pouvoir fédéral. Il achetait de la protection, oui. Mais il achetait surtout le silence. Et plus que tout, il achetait de l'information, l'arme la plus précieuse dans un monde où un faux pas peut signifier la mort. Ce niveau d'infiltration est devenu, au fil des années, la norme opérationnelle du crime organisé mexicain. Amado a montré que le véritable pouvoir n'a pas besoin de crier. Il doit seulement savoir écouter, se mouvoir et disparaître. Il a aussi changé l'image du narcotrafiquant aux yeux de la société. Alors que les anciens chefs étaient des figures rustiques, armées, visibles et bruyantes, lui projetaient un profil d'homme d'affaires, presque invisible. Il ne donnait pas d'interview, il n'assistait pas aux fêtes, il ne se montrait pas en public. Son silence imposait le respect, son absence suscitait la peur. À partir de lui, de nombreux leaders criminels ont compris que le pouvoir ne réside pas dans le fait d'être vu, mais dans le fait de ne pas pouvoir être trouvé. Cependant, sa disparition n'a pas laissé un héritage d'ordre, mais un vide. Avec son départ, le crime organisé est entré dans une phase de fragmentation, de trahison et de violence sans précédent. Si Amado avait été l'architecte de l'ordre dans le chaos, ce qui est venu ensuite fut un désordre total. Des guerres internes, des ruptures territoriales, des conflits sans code. La carte du narcotrafic mexicain s'est atomisée. Et avec elle, le pays a vécu l'une des périodes les plus violentes de son histoire récente. Malgré cela, le moule qu'il a laissé reste intact. Des figures comme Joaquín El Chapo Guzmán, les frères Beltrán Leiva, Ismael El Mayo Zambada ou Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ont adopté ses méthodes, son profil bas, ses réseaux de blanchiment et son approche stratégique. Certains ont même travaillé sous ses ordres avant de former leur propre cartel. Aujourd'hui, son empreinte peut être tracée dans la manière dont des millions de dollars circulent à travers des entreprises légales, dans les routes aériennes clandestines toujours actives et dans le style discret, adopté par les chefs de cartel modernes. Amado n'a pas seulement construit un empire, il a enseigné comment le maintenir, même après avoir disparu. Même si son corps n'a jamais été exposé, sa présence est impossible à cacher. Chaque jet qui traverse le ciel sans être détecté, chaque tour financé par de l'argent illicite, chaque structure qui privilégie l'intelligence à la violence, porte sa marque. Le fantôme du Seigneur des cieux plane toujours. Le pouvoir invisible. Rarement dans l'histoire du narcotrafic, le véritable pouvoir a été aussi difficile à voir et aussi impossible à arrêter. Au-delà de sa flotte aérienne ou de sa domination sur le trafic international, Amado Carrillo Fuentes a laissé une empreinte profonde et souvent invisible dans les structures politiques et institutionnelles du Mexique. Son plus grand exploit ne fut pas seulement de déplacer des tonnes de drogue, ce fut de le faire sans être touché, pendant que les yeux de l'État regardaient ailleurs ou travaillaient directement pour lui. Dans les années 80 et 90, il comprit quelque chose qui allait changer les règles du jeu pour toujours. La violence peut imposer la peur, mais la corruption impose l'obéissance. Alors que d'autres chefs défiaient l'État par le feu et les balles, Amado choisit un autre chemin, le silence, les pots de vin et l'infiltration. Il fut l'un des premiers grands barons de la drogue à appliquer le principe de l'argent ou la mort avec diplomatie. Il ne cherchait pas à affronter le gouvernement, mais à se mouvoir à l'intérieur, à le manipuler de l'intérieur. Il tissa un réseau de protection qui englobait des politiciens locaux, des chefs de police, des juges, des procureurs, des militaires, des gouverneurs, et même des fonctionnaires du système judiciaire. Il savait parfaitement où placer chaque pièce, quelle information acheter, qui financer et qui éliminer. Dans les États sous son influence, les douanes ne contrôlaient pas ses cargaisons. Ses avions atterrissaient et décollaient sans alerte dans les aéroports. Les polices locales ne le poursuivaient pas. Elles lui obéissaient. Son réseau de complicité était si solide que sa structure criminelle fonctionnait comme une extension silencieuse de l'appareil institutionnel.
L'un des liens les plus commentés, bien que jamais publiquement confirmé, était avec des hauts fonctionnaires du Parti révolutionnaire institutionnel, PRI, qui a gouverné le Mexique pendant plus de 70 ans. Des rapports de renseignement et des déclarations filtrées suggèrent que plusieurs politiciens clés ont reçu des pots de vin ou des faveurs en échange de lui permettre d'opérer sans entrave. On parlait aussi d'une relation stratégique avec des secteurs de l'armée. On disait que des hauts gradés militaires recevaient des paiements mensuels, des propriétés, des véhicules de luxe ou même des voyages à l'étranger, le tout financé par le cartel. En échange, ils garantissaient protection et information sur les descentes ou les mouvements de la DEA. La corruption institutionnelle fut le fondement silencieux de son empire. Et, en même temps, sa plus grande contribution à un modèle qui allait changer à jamais la relation entre le crime et l'État au Mexique. Car Amado Carrillo Fuentes démontra quelque chose d'effrayant. Le narcotrafic n'était pas un ennemi externe du système. Il faisait partie du système. Il le finançait, l'infiltrait, l'influençait et, dans bien des cas, le dirigeait. Après lui, la figure du narcotrafiquant cessa d'être uniquement celle d'un criminel armé. Elle devint celle d'un acteur politique silencieux, capable d'intervenir dans les élections, les nominations et les décisions législatives. Il fut l'architecte d'une nouvelle ère du crime organisé, celle où le vrai pouvoir ne se voit pas, mais se ressent dans chaque recoin de l'État. Le pouvoir d'Amado Carrillo Fuentes ne se construisit pas seulement depuis les airs, ni ne se maintint dans les bureaux du pouvoir. Il prit aussi racine dans les rues, dans les communautés, dans le tissu social de régions entières où l'État avait abandonné ses fonctions les plus élémentaires. Dans des villes comme Ciudad Juárez, Culiacán, Hermosillo ou Chihuahua, son nom n'était pas seulement associé au crime, mais aussi à l'ordre, à la stabilité et à l'argent qui circulait. Pour des milliers de familles, le narcotrafic n'était pas une menace, c'était la seule économie fonctionnelle. Carrillo sut comprendre ce vide institutionnel et le combla avec des infrastructures et des bénéfices tangibles. Écoles, terrains de sport, églises, routes. Il finança des fêtes locales, distribua des paniers alimentaires, parrainait des équipes de jeunes. Non par générosité, mais par calcul. La loyauté se construit par le soutien, et le pouvoir se protège depuis la base. Dans beaucoup de ces endroits, Amado n'était pas vu comme un criminel. Il était un bienfaiteur, un homme qui répondait là où le gouvernement échouait, un symbole d'efficacité silencieuse. Ce phénomène, répété dans différentes régions, changea la façon dont le narco était perçu. Il ne s'agissait plus seulement de violence et de peur, c'était aussi du respect, de l'admiration et, dans certains cas, de l'idéalisation. Avec le temps, cette vision ambiguë est devenue une culture. Des corridos ont vu le jour, racontant sa vie comme des épopées, des légendes parlant de son intelligence, de son contrôle absolu, de sa sortie parfaite. Des générations entières ont grandi en vénérant sa figure, non pour sa brutalité, mais pour sa capacité à agir dans l'ombre, avec un esprit froid et une main ferme. Mais cette relation symbiotique entre crime et société a eu des conséquences. Elle a normalisé la corruption. Dans de nombreuses régions du pays, il est devenu accepté, et même attendu que l'argent règle tout. Un permis, un chantier, une promotion, une impunité. Le pouvoir ne résidait plus dans les palais municipaux, mais dans les maisons silencieuses des chefs criminels. C'est là que se décidaient les routes, les budgets, les alliances et les destins. Amado n'a pas inventé ce système. Il l'a perfectionné, il en a fait une structure et il l'a exporté. Son modèle a jeté les bases d'une nouvelle relation entre le narco et l'État, où les limites se sont estompées et où le crime a cessé d'être une menace externe pour devenir une partie fonctionnelle du système. Et ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que son héritage n'est pas mort avec lui. Il s'est reproduit. Il a été absorbé par de nouvelles générations de chefs criminels qui ont compris que la violence est utile, mais que le vrai pouvoir s'impose avec de l'argent, des accords et un contrôle depuis l'ombre. De son vivant, Amado Carrillo Fuentes était le capot que personne ne voyait venir, ni ne pouvait atteindre. Mais après sa disparition, il est devenu quelque chose de plus puissant qu'un chef du narcotrafic. Un mythe, une figure culturelle, une légende vivante. Son histoire avait tous les ingrédients du héros sombre. Ambition, intelligence, trahison, disparition
et une fin si parfaite qu'elle semblait écrite pour la fiction. Contrairement à d'autres capos médiatiques comme Pablo Escobar ou El Chapo Guzmán, Amado évitait le spectacle. Son style réservé, presque entrepreneurial, son obsession pour l'anonymat et sa mort apparente, sans effusion de sang, l'ont transformé en un personnage idéal à raconter, interpréter, réinventer. Et c'est ce qui s'est produit. Le narco qui s'est volatilisé sans laisser de traces. Le stratège qu'aucun n'a jamais pu attraper. Le fantôme qui, selon certains, continue de tirer les ficelles depuis l'ombre. L'un des premiers espaces où son nom a commencé à résonner fortement fut dans la musique populaire du nord du Mexique. Les corridos, devenus des chroniques chantées du pouvoir criminel, furent les premiers à raconter son histoire avec respect et parfois avec admiration. Des titres comme El Señor de los Cielos, Amado Carrillo Vive ou El Dueño del Aire célébraient son ascension, sa capacité à transporter des tonnes de drogue par voie aérienne et son talent à rester intouchable. Dans de nombreuses communautés, ces corridos n'étaient pas seulement des chansons, c'étaient des mémoires collectives, des hommages et des actes de résistance. Mais c'est avec l'arrivée de la télévision que sa figure a franchi les frontières du mythe local pour devenir un phénomène mondial. En 2013, la chaîne Telemundo a lancé la série El Señor de los Cielos, directement inspirée de sa vie. Bien que la production ait pris de grandes libertés créatives, elle a présenté avec un style dramatique de telenovela un capot décidé à changer de visage pour échapper au gouvernement. Le résultat, un phénomène médiatique qui a captivé des millions de spectateurs en Amérique latine et aux États-Unis. Cette version romancée et stylisée a consolidé Amado comme une figure culturelle mondiale. Son histoire a été traduite en plusieurs langues, débattue sur les réseaux sociaux, transformée en mème, déguisement, parodie et même objet d'étude dans des universités où son cas est analysé comme reflet de la narcoculture contemporaine. Plus tard, la série Narcos, Mexico, a de nouveau représenté sa figure, cette fois avec un ton plus sobre et réaliste. Là, Amado était présenté comme ce qu'il fut réellement. Un négociateur froid, un brillant logisticien, et un homme qui ne laissait aucun détail au hasard. Un architecte du crime à l'esprit entrepreneurial. Mais son impact ne se limite pas aux écrans ou aux chansons. Dans de nombreuses régions du Mexique, sa figure est devenue un symbole de pouvoir alternatif, surtout dans les communautés marginalisées où l'État a systématiquement échoué. Pour certains, Amado était bien plus qu'un capot. C'était l'homme qui protégeait les siens, qui savait se mouvoir sans fanfare, qui n'avait jamais besoin de s'exhiber pour être craint. Un stratège incarnant la réussite silencieuse dans un pays où la légalité n'offre pas toujours de voie claire. Ce phénomène connu sous le nom de narcoidolatria a pris de l'ampleur au fil des ans. Et Amado Carrillo Fuentes occupe une place spéciale au sein de cette vénération populaire, contrairement à d'autres capots qui ont été abattus, trahis ou exposés, lui a simplement disparu. Et dans cette absence totale, il a trouvé l'immortalité culturelle. Aujourd'hui, son visage apparaît sur des t-shirts, des tasses, des graffitis, des figurines de collection et des millions de profils sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, les vidéos sur sa vie accumulent des millions de vues. Sur TikTok, son nom ressurgit constamment, associé à des jets privés, des armes dorées, des phrases qu'il n'a jamais prononcées, mais qui font désormais partie de son personnage. La frontière entre l'homme réel et le personnage fictif s'est complètement estompée. Et même si, pour beaucoup, cette romantisation du crime organisé représente un danger social en déformant la réalité et en glorifiant la violence, la vérité est qu'Amado Carrillo Fuentes ne fait plus seulement partie des archives criminelles du Mexique. Il fait partie de sa culture contemporaine, un symbole qui habite autant les récits journalistiques que les mythes populaires. Un homme qui, sans chercher la célébrité, est devenu une légende. Un chef qui n'a pas eu besoin de caméra ni de scandale pour être gravé dans les mémoires, une ombre qui plane encore dans les cieux du narcotrafic. À la fin de ce long voyage de ses origines modestes à sa mystérieuse disparition, une question demeure. Qui était vraiment Amado Carrillo Fuentes? Un narcotrafiquant parmi tant d'autres? Un cerveau criminel qui a compris avant tous comment dominer le système? Une victime du pouvoir qu'il a un jour protégé? Ou une figure mythologique qui a su se retirer à temps pour devenir immortel? Ce qui est certain,
c'est qu'Amado était bien plus qu'un simple capot. Il fut un stratège méthodique, froid, calculateur, qui transforma le trafic de drogue en une structure d'entreprise parallèle. Il n'a pas seulement acheté des avions et tracé des routes. Il a créé une économie propre, un réseau de pouvoir, une autorité alternative à l'État. Il a compris que la discrétion est plus efficace que la peur, que la corruption soutenue a plus d'impact que la violence directe, et que le véritable pouvoir n'a pas besoin d'être vu, seulement d'être ressenti. Dans ce modèle, le narcotrafiquant cesse d'être un bandit armé pour devenir un opérateur politique, un investisseur silencieux, un diplomate dans l'ombre. Amado ne faisait pas que déplacer des cargaisons. Il déplaçait des structures, des volontés, des frontières, et sa supposée mort, pleine de zones d'ombre, de contradictions et de mystères, n'a fait que renforcer le récit qu'il avait lui-même contribué à construire, celui de l'homme que personne n'a pu capturer, et qui, peut-être, n'est jamais vraiment parti. Au-delà du personnage, il y a son véritable héritage. Il a changé les règles du jeu, modifié les structures politiques, redéfini le rôle du narcotrafic dans l'économie mexicaine, et laissé derrière lui un vide qui a été comblé par une violence encore plus fragmentée, plus brutale et plus imprévisible. Le Mexique du crime organisé n'a plus jamais été le même après lui, et la manière dont la société perçoit et parfois admire ses protagonistes non plus. Pour certains, Amado était un symbole de pouvoir et d'intelligence. Pour d'autres, un criminel qui a corrompu le pays jusqu'à ses racines. Et pour beaucoup, une ombre qui plane encore sur les routes de la drogue, les couloirs du pouvoir et les écrans de télévision. Son histoire nous laisse une dernière leçon. Le véritable pouvoir ne réside pas toujours dans les armes ou les projecteurs. Il est dans l'art de savoir quand bouger, quand se taire, et comment disparaître sans laisser de traces, mais sans jamais être oublié. Amado Carrillo Fuentes. Mort ou vivant, parrain ou légende, victime du système ou architecte de sa propre mythologie. Nous ne le saurons peu, être jamais avec certitude. Mais une chose est indiscutable, son nom, son histoire et son héritage continueront de planer au-dessus de nous comme un écho éternel dans les cieux du crime. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la vie. Le pouvoir et le mystère d'Amado Carrillo Fuentes, le Seigneur des cieux. Si ce documentaire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager la vidéo. Cela nous aide à continuer à produire du contenu avec la même rigueur et la même profondeur. On se retrouve dans le prochain épisode. Car tant qu'il y aura de l'histoire, il y aura du mystère.